Donc on a fini pour la deuxième question. Alors, comme Christophe est arrivé, c'est pas de sa faute malheureusement, mais on va être obligé de resserrer un petit peu le timing. Donc on fait le yo-yo. Voilà. On est dans un contexte très particulier en ce moment, quelque chose auquel personne n'avait pensé jusque-là. Nous sommes aujourd'hui quelque part en période de guerre. Période de guerre en période de crise. Donc quels seraient et quels sont les leviers à activer pour permettre de résoudre l'équation suivante? C'est comment protéger le revenu des agriculteurs tout en garantissant l'autonomie alimentaire, et quand on parle d'autonomie alimentaire, derrière, il y a tout l'enjeu de la souveraineté alimentaire de notre pays, et dans le même temps, garantir l'accès à l'alimentation de nos concitoyens, et ça a été rappelé tout à l'heure, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut monter les prix. Or, quand on écoute les informations et qu'on écoute un peu les débats aujourd'hui, il y a un débat central, c'est le pouvoir d'achat. Comment résoudre cette équation-là et que l'agriculteur, lui, en bout de chaîne, ne soit pas encore le dindon de la farce, à ce qu'on lui raconte encore que eh bien, les prix de ces produits ne peuvent pas augmenter, puisque sinon, ce sera, on va dire, une privation de l'accès à l'alimentation pour un certain nombre de nos concitoyens. Jean-Jacques Gauthier. Merci. Alors, la question de la souveraineté alimentaire, on y revient, c'est la question de pouvoir produire chez nous pour ne pas être dépendant des autres pays tiers, pour produire chez nous, on y revient toujours, c'est la balise, il faut des agriculteurs chez nous. Pour avoir des agriculteurs chez nous, il faut des agriculteurs qui puissent vivre de leur métier. Donc il faut des prix rémunérateurs. Alors ça pose la question de l'adaptation de la PAC 2023-2027, qui avait été élaborée avant le conflit russo-ukrainien. On voit bien qu'il y avait une volonté d'axer beaucoup sur la transition écologique. Je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est de préserver notre capacité de production. Donc, nécessité de modifier la PAC telle qu'elle avait été envisagée au départ. Et je pense, entre autres, sur le premier pilier, qui représente les 3/4 du budget, avec la question des éco-régimes. Ensuite, la question des textes EGalim, il y en a eu plusieurs, mais ils sont aujourd'hui tous obsolètes. Autant la PAC avait été faite avant la guerre, les textes EGalim, ils ont été faits avant l'inflation. Donc, évidemment, il va falloir actualiser les indicateurs pour tenir compte de l'inflation et de l'augmentation du coût des charges. Et puis, d'une façon générale, il faut lutter contre toutes les distorsions de concurrence. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec les traités style CETA ou Mercosur. Il faut instaurer, être très strict sur la question de la réciprocité et des clauses miroirs. Est-ce que d'autres sur la planète le font? Il n'est pas question de laisser entrer des produits qui ne respectent pas des normes qu'on impose à nos propres agriculteurs. Il faut exiger une traçabilité sur l'origine, un étiquetage des produits. Le consommateur doit être informé sur ce qu'il a dans son assiette. Et puis aussi éviter une maladie un petit peu française qui est la surtransposition des normes, comme s'il n'y avait déjà pas assez de normes au niveau européen. Et puis, il faut aussi considérer que l'agriculture, ce n'est pas un problème par rapport au changement climatique. Ça peut même être une solution par rapport au changement climatique. Et ça veut dire, je parlais des revenus des agriculteurs qui doivent être rémunérateurs, mais on peut très bien également envisager et développer des revenus pour les services environnementaux, pour tout ce qui est fait sur les biocarburants, sur la biomasse, les crédits de carbone. Voilà, c'est une source de revenus. Et j'ai touché un mot tout à l'heure de barème de l'eau et de l'assurance récolte. On pourra y revenir tout à l'heure. Merci Jean-Jacques. Christophe Duchaussé. Gaëtan, par contre. Alors, sur la question de la souveraineté alimentaire, en fait, c'est une sorte de seconde question vis-à-vis de... évidemment, on garantit cette souveraineté alimentaire si on garantit les vocations, si on garantit les productions. On sait que malheureusement, la balance commerciale même dans le domaine agricole n'est pas en bonne voie. Si on enlève les vins et spiritueux, on est même déficitaire, malheureusement. Un déficit, je crois, de 4 milliards d'euros, et y compris en réintégrant les vins et spiritueux, ça ne va pas aller en s'arrangeant d'ici 2035. Donc il faut qu'on arrive à protéger notre agriculture, à protéger la production, et pour ça il faut évidemment avoir déjà, avant tout, et tout le monde le dit, il s'accorde là-dessus, avoir des prix qui sont rémunérateurs. Alors comment on fait? Bon, bah, évidemment, on essaye de contraindre évidemment la distribution, mais on essaye aussi de s'assurer que parfois la concurrence soit bien respectée. Moi, j'ai eu l'occasion à un marché paysan à Ontario de parler avec une productrice laitière.
et qui m'expliquait que sous couvert en réalité de multiplication de l'offre de personnes qui étaient capables de venir récupérer quand ils en dans les labos ou bien de participer à la distribution, de récolter le lait, en réalité il y a un véritable monopole d'une entreprise. Il n'y a pas une diversité d'offres possibles qui permet évidemment, comme dès que vous avez un peu de concurrence, d'avoir des prix qui soient plus intéressants. La téléphonie vous en donnez un très bon exemple avec les prix cassés de Free. Donc il faut que l'État veille là-dessus, à ce qu'on ne crée pas artificiellement, sous couvert de pression sur un certain nombre d'exploitants, des monopoles privés qui évidemment vont desservir, parce que ça laisse une marge de manœuvre considérable aux distributeurs, et qui vont évidemment pénaliser en termes de rémunération et de prix les exploitants agricoles. Si on veut évidemment assurer la possibilité de produire et que cette production serve à quelque chose, il faut évidemment développer les circuits courts et notamment la présence des produits français dans les collectivités et la commande publique. Je pense évidemment aux cantines scolaires. On s'est engagé avec Marine Le Pen à faire en sorte que 80% des produits consommés dans les cantines scolaires françaises, soit c'est des produits locaux, c'est encourager à la fois la production et donc par effet ricochet notre souveraineté alimentaire. Merci. David Valence. Je voudrais rester vraiment sur le sujet qui est posé par cette question, c'est-à-dire celui des revenus agricoles dans ce contexte-là. Effectivement, les circuits courts sont une réponse, notamment au regard des marchés les plus captifs, c'est-à-dire les marchés publics. Moi, je suis le maire à Saint-Dié-des-Vosges qui a imposé pour la première fois une part de circuits courts dans le fonctionnement des cantines scolaires, des 9 cantines scolaires sur 11 écoles que nous avons. On est passé d'ailleurs de 50 à 55 encore récemment avec la nouvelle délégation de service public. Et donc je pense qu'il faut accompagner les collectivités, y compris les plus petites, qui souhaitent s'appuyer sur les circuits courts, accompagner aussi les initiatives de fédérations de producteurs qui fonctionnent pour structurer ces circuits courts. C'est le cas à Saint-Dié-des-Vosges pour le drive fermier qui fonctionne bien, même si on regrette une baisse de la clientèle depuis la fin de la crise de la Covid-19. Il faut aussi aller plus loin dans la simplification du statut d'employeur pour les exploitants agricoles et notamment sur l'exonération des cotisations patronales sur les salariés occasionnels. C'est un levier important. Valoriser, Jean-Jacques Gaultier en a parlé, toute l'économie de la captation carbone qui peut constituer un revenu via France Carbone Agri, qui peut constituer un revenu de complément pour les agriculteurs, maintenir les crédits d'impôt qui existent et puis aller jusqu'au bout de la réforme de la couverture des risques climatiques, y compris en posant la question, je le dis ici, de l'assurance obligatoire, parce que telle que la réforme est prévue aujourd'hui, on risque de se trouver dans une disproportion entre les agriculteurs qui dépendront seulement de la souveraineté nationale et ceux qui auront, je ne sais pas si c'est la naïveté ou la capacité à s'assurer. Voilà quelques éléments. Je voudrais juste terminer sur une chose, sur le maintien des crédits d'impôt aussi. Et tout à l'heure, on parlait de l'installation des jeunes agriculteurs. J'y reviens. Je pense qu'il faudra aussi se poser la question des aides à l'installation après 40 ans. Parce que ceux qui veulent s'installer aujourd'hui après 40 ans, c'est plus le même profil qu'autrefois. Autrefois, on avait des utopistes qui avaient de l'agriculture une image complètement décalée. Aujourd'hui, on a des gens qui ont des projets sérieux d'installation après 40 ans. Et du côté de l'État, ces aides ne suivent pas, vous le savez, quand on s'installe après cet âge-là. Donc il faut se poser cette question. Merci. Pierre-François. Oui, alors donc pour l'autonomie alimentaire, évidemment, donc ça a été souligné, les circuits courts, je pense que c'est vraiment la meilleure solution, c'est ce qu'il faut développer au maximum. Forcément, vous produisez sur place, vous consommez ce qui est produit sur place. C'est une manière économique qui est à soutenir, c'est ce qui nous permettra d'accéder à l'autonomie alimentaire de manière plus raisonnable possible. Donc il y a aussi une petite question de souveraineté. Effectivement, il faut défendre ce qu'on produit sur place. Ce qu'on produit en France doit être défendu. On doit faire face et soutenir nos agriculteurs face à une concurrence déloyale, comme ça a été également évoqué, mais je suis obligé de le répéter. Quand vous avez du cochon allemand qui ne respecte pas les mêmes normes que nous, qui a une productivité intensive et qui nous fait concurrence à des fins un peu plus petites, un peu plus terroir français,
on doit pouvoir intervenir. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Ensuite, on a parlé de balance commerciale. Et effectivement, c'est quand même regrettable. On arrive avec dans un pays comme la France, qui aurait cru que nous sommes bientôt devenus importateurs en agriculture. Ça, c'est quand même incroyable. Comment on a fait pour en arriver là? C'est un constat quand même assez dramatique. Sachant que d'autres pays, dont un pays belligérant, a quand même fait l'inverse. Il était importateur en agriculture et en céréales, et il est devenu aujourd'hui exportateur, et il en joue, c'est en fait une arme géopolitique d'ailleurs. Donc nous avons perdu cette arme géopolitique justement, et maintenant on en paye le prix. Voilà, donc je pense qu'il y a quand même un problème de pilote dans l'avion. Je pense qu'on a remis les clés de la maison France à quelqu'un d'autre. Notre maison en tout cas, et je pense que c'est une conséquence malheureuse. On le voit avec la moutarde par exemple, on découvre que la moutarde, on n'a pas de graines de moutarde en France. Il n'y a que les Canadiens ont une sécheresse, et avec cette sécheresse il n'y a plus de graines de moutarde, et manque de bol, les autres qui la produisaient c'était l'Ukraine, et aujourd'hui donc cette crise nous montre qu'on n'a plus d'autonomie vis-à-vis de ça, donc on fait la même histoire à chaque fois qu'il y a une crise. Merci. Sébastien Habert. Oui, d'abord, pour revenir juste sur la deuxième question où Jean-Jacques Gaultier parlait d'assurance récolte, je rappelle qu'il n'a pas voté sur l'ensemble du projet de loi relatif à la diffusion de l'assurance récolte en agriculture. Alors, plus précisément sur cette troisième question, je pense que la crise du Covid puis la guerre en Ukraine ont démontré une chose, c'est que le Rassemblement national avait raison depuis longtemps sur les méfaits de la mondialisation. À l'inverse, nous prônons le localisme, qui consiste à produire au plus près du consommateur pour éviter d'être dépendant du monde entier, alors même que l'Union européenne, on l'a dit, met en concurrence les agriculteurs français avec ceux du monde entier à travers des traités de libre-échange, alors même que ces derniers ne respectent pas nos normes. Malheureusement, aujourd'hui, le constat, c'est que notre pays devient de plus en plus dépendant d'importations agricoles et alimentaires, que cette tendance est un double désastre parce qu'elle remet en cause la souveraineté alimentaire du pays, tout en menaçant l'avenir de nos fleurons de l'industrie agroalimentaire, ça c'est pour le côté économique, qui peinent de plus en plus à s'approvisionner en France. De plus, je pourrais rajouter qu'en 30 ans, les crédits de la PAC destinés aux agriculteurs français ont été réduits de près de moitié, Gaëtan l'a rappelé tout à l'heure. Dans le même temps, les aides versées ont été progressivement découplées des productions qu'elles étaient censées soutenir et ont été adossées aux surfaces exploitées. La faiblesse de ces aides décourage la production et engendre des effets de rente nuisibles à l'équilibre des filières. Ces aides européennes, dont les modalités fixées à Bruxelles sont bloquées jusqu'à 2027, doivent être complétées par des aides nationales destinées à soutenir les filières en difficulté et à redresser notre balance commerciale agricole de plus en plus menacée par les importations. Et puis sur la question du revenu des agriculteurs, je pense que pour garantir aux agriculteurs une juste rémunération, les dispositifs des lois EGalim doivent être modifiés, d'une part pour permettre l'intervention de l'État dans l'élaboration des indices utilisés pour fixer les prix minimum tenant compte des variations des prix des matières premières agricoles, d'autre part pour garantir le respect de ces futures dispositions législatives par les industriels. Merci. Et la grande distribution. Stéphane Viry. Écoutez, moi je reprendrai à mon compte effectivement cette logique évidente. Pas d'autonomie alimentaire si pas d'agriculteurs, et pas d'agriculteurs si pas de revenus. Donc ça a été dit, mais je le reprends à mon compte. Travailler déjà sur la garantie d'une rémunération juste, en tout cas décente. Revoir encore et toujours la loi EGalim dans sa version 1, dans sa version 2, qui ne donne pas de résultats satisfaisants. Favoriser pour celles et ceux qui le souhaitent la vente directe et le circuit court. C'est un choix pour certains de le faire, faisons en sorte que ces écosystèmes puissent être aussi rentables que possible. Travaillons également à favoriser pour celles et ceux qui le souhaitent les revenus diversifiés par rapport à leur exploitation agricole. Et puis avançons là encore sur l'indemnité récolte, où un premier pas a été fait par la loi, mais qui manifestement ne couvre pas tout le champ des sinistres potentiels. Après, quand on parle de rémunération, on parle de modèle économique, et il faut poser le sujet de la compétitivité de notre agriculture et de nos exploitations. Moi, je suis très attaché, je l'ai dit aux premières questions, à cette logique ou à cette exigence de filière économique. Il n'y a pas de filière sans compétitivité. Donc regardons comment on peut protéger notre agriculture. Discutons effectivement pied à pied
une façon de protéger les matières premières, avec à mon avis des concours européens qui devraient garantir que les prix ne soient pas volatiles. Garantissons également quelque chose par rapport à la PAC, parce qu'on a baissé à mon avis un certain nombre de sujets. Il faut à mon avis très simplement interdire l'importation en France et en Europe des produits qui ne respectent pas les mêmes normes que nous. Il faut être intransigeant sur ces sujets-là. Il nous faut également exclure les produits agricoles des négociations commerciales internationales. On l'a fait jadis, le CETA, le Mercosur, ça c'est terminé. Il faut sortir l'agriculture de ces sujets-là. Donc globalement, protéger l'agriculture d'une forme de mondialisation. Il faut restaurer de la compétitivité également pour nos agriculteurs. Moi, je suis favorable au système pas d'interdiction sans solution. On n'impose pas quelque chose aux agriculteurs tant qu'à moyen terme, on n'a pas de solution alternative. On pérennise, comment dirais-je, l'exonération des cotisations patronales pour les travailleurs temporaires et on interdit durablement toute surtransposition de normes européennes dans notre agriculture. On innove, dernier sujet, on innove, on n'ira pas de l'avant si effectivement en termes de recherche, en termes d'innovation, on n'avance pas sur ce sujet. Merci. Christophe Machlen. Alors, très rapidement, déjà un point, on importe en France 20% de notre alimentation, c'est un légume sur deux, 25% de la viande de porc. Après, dans les solutions, trois étapes. La première, elle est européenne, et en effet, je suis à la Commission des affaires européennes. Techniquement, si on compare avec la Pologne est l'Union européenne, ils l'appliquent directement. Nous, on peut être le meilleur élève de la classe, on fait des surtranspositions qui compliquent tout, et notamment dans l'agriculture. Donc déjà, une simplification au niveau des surtranspositions européennes. Au niveau national, Egalim, aujourd'hui, n'apporte pas les résultats escomptés, loin de là, pour que les agriculteurs puissent avoir une juste rémunération. Donc il y a besoin de remettre sur la table ces négociations avec les distributeurs qui, si à la fin on regarde, gagnent beaucoup plus que les agriculteurs qui sont les producteurs et ce sont eux qui créent cette valeur ajoutée et qui la valeur du produit. Sachant que les Français sont prêts à payer 10-15% plus cher selon les derniers sondages pour avoir quelque chose qui est d'origine française dans n'importe quel commerce. Mais il faut que ce soit valorisé pour les agriculteurs qui le produisent et non pas pour les distributeurs qui en fait ne sont que des messagers. Au niveau local, 2 points, les circuits courts, on en a parlé, et là pour le coup, les collectivités, que ce soit le département ou les villes, font quand même dans les Vosges certains efforts, et en tout cas sont sur la bonne voie, on peut encore aller plus loin. Et concernant la transformation, on a beaucoup d'agriculteurs qui ont décidé de transformer, justement parce qu'il y a une meilleure valeur ajoutée, donc ils transforment et ils vendent directement. Par contre, ils sont assaillis aussi par des normes, donc nécessité aussi de simplifier des normes à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que 3 types de solutions, elles doivent être prises au niveau européen, au niveau national et au niveau local.